un appareil photo jetable. C'est par cet objet anodin que tout a recommencé. Le 4 mars 2011, après une décennie de silence et de questions sans réponse, un glissement de terrain provoqué par des pluies diluviennes a révélé ce que la Terre avait englouti. Au fond d'un ravin reculé du parc national des Cévennes, une carcasse de métal rouillé gisait, à peine reconnaissable. Parmi les débris, la boue et les souvenirs décomposés, cet appareil photo en plastique, miraculeusement préservé dans un sac à dos, attendait. Il était le seul témoin intact d'une tragédie que tout le monde pensait connaître, mais que personne ne comprenait vraiment. Sa pellicule contenait une vérité bien plus sombre que la version officielle, qui allait bientôt être servie au public avide, d'une conclusion simple à une histoire insupportable. Le son strident du métal se tordant sous la tension des câbles d'une grue a déchiré le silence de la forêt. Elle, épave du car scolaire du lycée Saint-Valery, émergeait lentement de sa tombe de terre et de végétation. Pendant 10 longues années, ce véhicule et ses occupants avaient été une simple rumeur, un fantôme hantant les sentiers et les mémoires locales. La découverte mettait fin à une insoutenable attente, mais elle marquait aussi le début d'un nouveau calvaire. Les caméras de télévision, tenues à distance par un cordon de gendarmes, zoomaient sur chaque fragment de tôle, chaque siège éventré, cherchant à capturer l'essence d'un drame national. Pour les familles des 12 lycéens et de leurs chauffeurs, ce spectacle était une profanation, la réouverture brutale d'une plaie qui n'avait jamais vraiment cicatrisé. Le 15 octobre 2001 avait pourtant commencé comme une journée ordinaire. Une journée d'automne lumineuse, pleine des rires et de l'insouciance d'adolescents en sortie scolaire. 12 élèves de la classe de biologie, dont Camille Fournier, 16 ans, montaient à bord du car, conduit par Stéphane Dubois. Camille, passionnée de photographie, tenait fièrement son appareil jetable, prête à immortaliser les paysages des Cévennes. Sa grande sœur, Alice, l'avait regardé partir depuis la fenêtre de sa chambre, un vague sentiment d'inquiétude, qu'elle avait balayé comme une simple angoisse de sœur aînée. Était la dernière fois qu'elle la verrait. Le bus S était engagé sur la route sinueuse du parc et était volatilisé, ne laissant derrière lui que le vide et une question lancinante, comment un véhicule de cette taille peut-il disparaître sans laisser la moindre trace? En 2011, alors que les restes du car étaient analysés, une explication simple et tragique a rapidement fait surface, relayée en boucle par les chaînes d'information. Le chauffeur Stéphane Dubois avait un taux d'alcoolémie élevé. L'affaire était entendue, un homme imprudent, une route dangereuse, un accident fatal. Cette conclusion offrait un soulagement collectif, un coupable désigné pour canaliser une décennie de douleur et de frustration. La négligence humaine était une réponse acceptable, presque rassurante. Elle permettait de classer le dossier, de poser une pierre tombale sur le mystère, et de laisser les familles faire enfin leur deuil. Mais pour certains cette vérité semblait trop parfaite, trop propre pour effacer l'aile. Étrangeté de cette disparition totale, et du silence qui l'avait suivi. Était une fin d'histoire, mais ce N était pas la bonne. Au milieu des objets personnels rendus aux familles, le sac à dos de Camille fut remis à Alice. Un artefact presque sacré, figé dans le temps. À l'intérieur, entre un livre de biologie aux pages gondolées et un porte-clés décoloré, se trouvait l'appareil photo. Le boîtier en plastique était rayé, couvert de terre séchée, mais le compartiment de la pellicule était resté étanche. Était une capsule temporelle, un fragment de la dernière heure de vie de sa sœur. Alice le tenait dans ses mains, sentant le poids non pas de l'objet, mais des images qu'il contenait. Cet appareil était plus qu'un souvenir. Était une promesse. La promesse que les derniers instants de Camille n'avaient pas été oubliés, qu'ils avaient été capturés, et qu'ils attendaient simplement que quelqu'un ait le courage de les regarder en face. La découverte de l'aile, épave a plongé les familles des victimes dans une nouvelle phase de deuil. Pendant 10 ans, elles avaient navigué dans un brouillard d'incertitude, oscillant entre un espoir insensé et un désespoir écrasant. L'absence de corps, l'absence de preuves, laissait la porte ouverte à toutes les théories, même les plus folles. Certains parents s'accrochaient à l'idée d'une fugue collective, d'autres imaginaient un enlèvement. La réalité, crue et brutale, révélée par le métal tordu et la boue, était à la fois une libération et une condamnation. Était la fin de l'attente, mais aussi la confirmation définitive de la perte. La forêt, qui avait gardé leur secret si longtemps, semblait maintenant se moquer d'eux, en le recrachant de manière si violente, et si spectaculaire. Le parc national des Cévennes, avec ses paysages grandioses et ses vallées profondes, est un territoire de contraste. Un paradis pour les randonneurs le jour, il se transforme la nuit en un labyrinthe d'ombre et de silence. Un lieu où l'on peut facilement se perdre, ou être perdu. C'est cette nature sauvage et impitoyable
qui a servi de décor et d'alibi à la disparition. Le glissement de terrain de 2011 n'était pas un acte de révélation divine, mais une simple conséquence des lois de la physique. La montagne, indifférente au drame humain, avait simplement bougé, déplaçant des tonnes de terre et de roches, et exposant par hasard, ce que les recherches les plus minutieuses n'avaient jamais pu trouver. Elle ne rendait pas justice, elle créait simplement les conditions pour que la vérité, ou une version de celle-ci, puisse enfin émerger. La théorie de l'accident causé par un chauffeur ivre s'est imposée avec une force irrésistible. Elle était soutenue par des preuves tangibles. Elle, épave au fond d'un ravin isolé, loin de la route prévue, et les analyses toxicologiques post-mortem. C était une explication qui cochait toutes les cases, qui offrait une chaîne de causalité claire et nette. Pour la gendarmerie, C était l'opportunité de clore un cold case qui pesait sur la réputation de la région. Pour les médias, C était une histoire humaine poignante, avec un responsable clairement identifié. Pour le public, C était la confirmation que les tragédies les plus terribles ont souvent des causes tristement banales. Tout le monde voulait y croire, car l'alternative était de se confronter à une question bien plus effrayante. Et si l'accident n'avait été que le début? Pourtant, au cœur de ce consensus quasi unanime, l'appareil photo jetable de Camille Fournier représentait une anomalie silencieuse. Une pièce du puzzle qui ne semblait s'emboîter nulle part. Tandis que les rapports officiels étaient rédigés et que les journaux titraient sur la fin d'un mystère vieux de 10 ans, cet objet contenait un contre-récit. Sur la pellicule de 27 poses, les 22 premières montraient des paysages, des amis qui rient, une sortie scolaire banale. Mais les 5 dernières, prises dans l'obscurité, après le fracas du métal, racontaient une toute autre histoire. Elles étaient le témoignage flou et terrifiant de ce qui était réellement passé dans la forêt, une fois que le bruit du moteur était tu, et que les cris avaient commencé. Le jingle du journal régional de France 3 a retenti dans le silence de son appartement, un son si familier, qu'Alice ne l'a d'abord pas remarqué. Puis, l'image est apparue à l'écran, et le monde s'est arrêté. Une carcasse de bus, couleur de rouille et de terre, suspendue au bout d'une grue, se balançant doucement au-dessus d'un ravin boueux. Les arbres des Cévennes, qu'elle connaissait si bien, formaient une toile de fond indifférente. La voix du présentateur, grave et mesurée, a prononcé les mots qu'elle avait attendus et redoutés pendant 10 ans. Elle, épave du car scolaire du lycée Saint-Valéry, disparue en octobre 2001, a été localisée. L'air a semblé se vider de ses poumons, chaque syllabe frappant comme un coup de poing. Son corps s'est glacé, incapable du moindre mouvement, ses yeux rivés sur le fantôme de métal qui venait de refaire surface. Pendant une décennie, l'absence avait été une chose abstraite, un vide angoissant mais immatériel. Maintenant, elle avait une forme, une texture, une réalité brutale. Le bus N était plus une rumeur, une légende locale murmurée sur les sentiers de randonnée. Il était là, exposé à la vue de tous, violé par les caméras et la lumière crue des projecteurs. Alice sentit une nausée monter, un mélange de soulagement monstrueux et de chagrin pur. Le ne pas savoir avait été un purgatoire, un état suspendu entre l'espoir et le désespoir. La découverte était une forme d'enfer, la confirmation tangible que le pire était bien arrivé. La question lancinante qui avait hanté ces nuits N était plus « Où sont-ils ?» Mais une nouvelle, bien plus terrible. Comment sont-ils morts? Les souvenirs ont déferlé sans crier gare, violents et incontrôlables. Le visage de Camille, 16 ans, riant aux éclats ce matin-là, son appareil photo jetable brandi comme un trophée, l'odeur de son shampoing à la pomme. La petite dispute futile à propos d'un pull emprunté. Des fragments de vie insignifiants, qui étaient devenus les reliques sacrées de sa mémoire. Alice a porté la main à sa bouche, étouffant un sanglot qui menaçait de la déchirer en deux. 10 ans. 10 ans à se repasser cette dernière matinée en boucle, à chercher un signe, un présage qu'elle aurait manqué. 10 ans de culpabilité, la culpabilité irrationnelle de la survivante, celle d'avoir laissé sa petite sœur monter dans ce bus maudit, sans lui dire à quel point elle l'aimait. Le téléphone a sonné, strident, la tirant de sa torpeur. Était la gendarmerie. Une voix masculine, professionnelle mais non dénuée d'une certaine compassion fatiguée, lui a confirmé les faits. On lui a parlé de procédure, d'identification, de restitution des effets personnels. Chaque mot était un clou de plus enfoncé dans le cercueil de son espoir. Alice écoutait, répondait par des monosyllabes, son esprit flottant loin de la conversation. Elle pensait à ses parents décédés quelques années plus tôt, rongés par le chagrin et l'incertitude. Elle était seule désormais pour affronter cette nouvelle vague de douleur.
pour porter le poids de cette histoire qui refusait de mourir et qui, au contraire, semblait renaître de ses cendres avec une force décuplée. Quelques jours plus tard, un gendarme lui a remis une boîte en carton scellée. Effet personnel, Camille Fournier. Étiquette était d'une banalité administrative terrifiante. Alice a laissé la boîte sur sa table de cuisine pendant des heures, tournant autour comme si elle était radioactive. Était un sarcophage miniature, un concentré de la vie interrompue de sa sœur. L'ouvrir, était accepter définitivement la fin. Ne pas l'ouvrir, était rester dans le déni. Finalement, à la nuit tombée, elle a pris un couteau, et a fendu le ruban adhésif. Le bruit du papier déchiré a résonné dans l'appartement silencieux comme un cri. Elle savait que ce qu'elle trouverait à l'intérieur allait changer sa vie, une seconde fois. L'odeur qui s'en est échappée était celle de la terre humide, du temps et de la décomposition, une odeur de tombeau. À l'intérieur, les objets étaient figés dans la boue séchée. Un livre de biologie dont les pages étaient soudées par l'humidité, un porte-clés en forme de dauphin. Un stylo. Des trésors dérisoires. Alice les a sortis un par un, avec une précaution infinie, les déposant sur un linge propre. Chaque objet était une histoire, un souvenir. Elle pleurait sans bruit, des larmes silencieuses qui coulaient sur ses joues, tandis qu'elle touchait ces fragments de la vie de Camille. Était un rituel funéraire qu'elle n'avait jamais pu accomplir, une cérémonie intime et déchirante, 10 ans après les faits. Et puis, au fond de la boîte, enveloppé dans les restes d'un sac en plastique, il y avait l'appareil photo. Le boîtier coloré, si typique des années 2000, était rayé et maculé de terre, mais il semblait intact. Un objet anachronique, un survivant de plastique et de circuits simples. Alice l'a pris dans ses mains. Il était froid, inerte, mais elle a senti une étrange vibration, comme si l'appareil contenait encore une parcelle de l'aile, énergie de sa sœur. Était le dernier objet que Camille avait touché, la dernière chose qu'elle avait tenue. Il contenait ses derniers regards, sa dernière vision du monde. Une capsule temporelle, qui avait attendu une décennie dans l'obscurité, pour livrer son message. La version officielle, martelée par les médias, commençait à s'installer dans l'esprit collectif. Stéphane Dubois, le chauffeur, avait un taux d'alcoolémie bien supérieur à la limite légale. L'affaire était simple. Une erreur humaine, une route de montagne dangereuse, une tragédie. Était une explication logique, presque rassurante, dans son horrible banalité. Elle offrait un coupable, un point final. Les autres familles semblaient s'en contenter, épuisées par des années de lutte et d'incertitude. Elle voulait tourner la page, commencer enfin un deuil qui avait un début, un milieu et une fin. Mais pour Alice, cette conclusion était trop lisse, trop propre. Elle ne correspondait pas au sentiment de malaise qui l'avait toujours habité. En regardant l'appareil photo dans sa main, son instinct de journaliste a commencé à prendre le dessus sur le chagrin. Le bus avait disparu sans laisser la moindre trace. Pas un débris, pas une marque de pneu, pas un appel téléphonique. Un silence radio total pendant 10 ans. Et maintenant, on lui présentait une histoire d'accident d'ivresse, dans un ravin isolé, comme si, Kay, était l'explication la plus évidente. Quelque chose clochait. Était un sentiment viscéral, une dissonance qu'elle ne pouvait ignorer. Cet appareil photo N était plus seulement un souvenir. Était une pièce à conviction. Une anomalie dans un récit trop parfait. Elle a serré l'objet contre sa poitrine, le plastique froid contre sa peau. Une décision a pris forme dans son esprit, claire et tranchante, comme du verre brisé. Elle ne laisserait pas l'histoire de Camille se terminer ainsi, résumée par un titre de journal et un rapport de gendarmerie. On leur avait donné une vérité simple pour apaiser une douleur nationale, mais la vérité n'est que rarement simple. Elle ferait développer cette pellicule. Elle regarderait ce que sa sœur avait vu. Elle écouterait ce que ces images silencieuses avaient à dire. Était une promesse. Non plus seulement à la mémoire de sa sœur, mais à la vérité elle-même, quelle qu'elle soit, et quel qu'en soit le prix. Le deuil pouvait attendre. La colère, elle, venait de se réveiller. Pendant 10 ans, on lui avait demandé de patienter, d'espérer, puis d'accepter. Maintenant, était à son tour de poser les questions. Et elle ne s'arrêterait pas, avant d'avoir obtenu des réponses. Pas les réponses officielles, pas les conclusions hâtives destinées à clore le dossier, mais les vraies réponses. Celles qui se cachaient peut-être dans l'obscurité, sur les dernières poses d'une pellicule oubliée au fond d'un ravin. Le combat d'Alice Fournier ne faisait que commencer,
et il serait mené non seulement avec le cœur d'une sœur endeuillée, mais aussi avec la détermination implacable d'une journaliste qui venait de trouver l'affaire de sa vie. Octobre 2001. La petite ville nichée au pied des Cévennes vivait au rythme des saisons, une existence paisible, où les drames se limitaient aux rivalités sportives locales, et aux potins du marché. Le lycée Saint-Valery était le poumon de cette communauté, un lieu où les angoisses et les espoirs de la jeunesse se mêlaient dans les couloirs bruyants. Était un monde de certitude, où les enfants partaient le matin et rentraient le soir, où l'avenir semblait tracé comme les routes départementales qui serpentaient à travers les collines. Personne n'aurait pu imaginer que ce décor de carte postale, si rassurant et immuable, s'apprêtait à devenir la scène d'une tragédie qui allait graver une cicatrice indélébile dans la mémoire collective, transformant la confiance en une méfiance permanente envers les ombres de la forêt voisine. Alice Fournier avait 24 ans et un avenir qui semblait tout tracé dans le journalisme local. Mais son rôle principal, celui qu'elle prenait le plus à cœur, était celui de grande sœur. Depuis la mort de leur mère quelques années plus tôt, elle était sentie investie d'une mission de protection envers Camille, sa cadette de 8 ans. Leur relation était un mélange complexe de complicité fusionnelle et de friction adolescente typique. Alice était la voix de la raison, la gardienne des règles, tandis que Camille était la flamme créative, l'esprit libre qui testait constamment les limites. Ce matin du 15 octobre, leur dernière interaction avait été banale, une petite querelle à propos d'un pull. Un souvenir anodin, qui, au fil des années, allait se transformer en un regret lourd et coupant comme du verre. Camille Fournier, à 16 ans, voyait le monde à travers un objectif. Pas celui d'un appareil sophistiqué, mais le viseur en plastique d'un appareil photo jetable, son compagnon constant. Pour elle, la photographie n'était pas un art élitiste, mais une manière de capturer des fragments de vérité, des éclats de rire, des moments de lumière que les autres laissaient filer. Elle était passionnée par la biologie, fascinée par la complexité du vivant, et cette sortie scolaire dans le parc national des Cévennes était l'apogée de son année. Elle avait préparé son sac avec soin, son carnet de croquis, son livre de botanique, et bien sûr, un nouvel appareil jetable, prêt à immortaliser la beauté sauvage d'un territoire qu'elle pensait connaître, sans se douter qu'elle s'apprêtait à en découvrir la face la plus sombre et la plus impitoyable. La journée du 15 octobre 2001 était levée sous un ciel d'une clarté parfaite, un bleu limpide typique de l'automne cévenol. L'air était vif, chargé de l'odeur des feuilles mortes et de la terre humide. Devant les grilles du lycée Saint-Valery, l'excitation était palpable. 12 élèves de la classe de biologie, les joues rougies par le froid matinal, se pressaient autour du car scolaire, leur rire et leur conversation animée se mêlant à la vapeur de leur souffle. Était l'insouciance à elle, état pur, elle, énergie d'une jeunesse persuadée de son invincibilité. Ils parlaient de leurs projets, de leurs amours naissantes, de l'examen à venir. Pour eux, cette journée était qu'une parenthèse bienvenue dans la routine des cours, une aventure simple et sans conséquences, une simple page de plus dans le grand livre de leur adolescence. Le parc national des Cévennes était leur terrain de jeu, une immensité sauvage qui étendait à leurs portes. Pour les habitants de la région, était un lieu familier, un décor grandiose pour les randonnées dominicales et les pique-niques estivaux. Ces sentiers balisés, ces forêts de châtaigniers et ces panoramas à couper le souffle, offraient une image de nature maîtrisée, accueillante. Mais derrière cette façade se cachait une réalité plus brute. Des vallées encaissées, des ravins inaccessibles, des zones de silence où le réseau téléphonique ne passait pas. Était un territoire à double visage, un sanctuaire de biodiversité, qui pouvait, en l'espace de quelques heures, se transformer en un piège mortel pour quiconque écartait du chemin, un labyrinthe de verdure capable d'avaler les imprudents, sans laisser la moindre trace. Stéphane Dubois était le chauffeur du car. Un homme de 45 ans, le visage buriné par les années passées sur la route, connu de tous les élèves pour sa discrétion et son humeur taciturne. Il était ni aimé, ni détesté. Il faisait simplement partie du décor, une présence familière et rassurante au volant de son imposant véhicule. Certains parents le trouvaient un peu bourru, d'autres appréciaient son professionnalisme silencieux. Personne ne se doutait de la solitude qui se cachait derrière sa façade, ni des démons qu'il combattait en secret. Pour les 12 adolescents qui montaient à bord de son bus ce matin-là, il était que le conducteur, l'adulte responsable chargé de les mener à destination, et de les ramener sains et saufs. Une figure d'autorité banale, dont le nom allait bientôt être synonyme de négligence et de mort.
le moteur du car a toussé à vent de S, éveillé dans un grondement sourd qui a fait vibrer les vitres du lycée. Les derniers adieux ont été échangés, des mains se sont agitées à travers les fenêtres. Alice, depuis sa chambre qui donnait sur la rue, a regardé le mastodonte jaune S, éloigner lentement. Elle a vu la silhouette de Camille, assise près d'une vitre, son appareil photo déjà en main, le visage illuminé par l'excitation du départ. Un sentiment étrange, une pointe d'anxiété infondée, a serré la poitrine d'Alice. Elle l'a chassé, le mettant sur le compte de son tempérament protecteur. Le bus a tourné au coin de la rue, emportant avec lui les rires et l'insouciance de sa sœur. Était la dernière image, le dernier moment où tout était encore normal, avant que le silence ne s'installe. Ce qui aurait dû être une journée d'apprentissage et d'émerveillement était en réalité le prologue d'un mystère qui allait hanter la région pendant une décennie. Le car s'est engagé sur les routes sinueuses du parc, s'enfonçant de plus en plus profondément dans le cœur sauvage des Cévennes. Le soleil d'automne filtrait à travers les arbres, peignant des ombres dansantes sur l'asphalte. À l'intérieur, la musique jouait, les conversations allaient bon train, et Camille prenait des photos, capturant les paysages et les visages de ses amis, inconsciente que la pellicule dans son appareil deviendrait un jour la seule archive de leurs derniers instants de vie. Le monde continuait de tourner, ignorant que 13 vies venaient de basculer vers un point de non-retour, au détour d'une route de montagne isolée. La confiance régnait en maître dans cette petite ville où tout le monde se connaissait. Les Cévennes n'étaient pas perçus comme une menace, mais comme un voisin bienveillant, un terrain de jeu et d'émerveillement. Les parents laissaient leurs enfants explorer les sentiers balisés, convaincus que le plus grand danger était une cheville foulée, ou une rencontre inopinée avec un sanglier. Cette certitude était le fondement de leur quotidien, une tranquillité bâtie sur des générations de coexistence pacifique, entre la communauté et la nature sauvage. On se fiait aux habitudes, au son de la cloche de l'église, au passage régulier du car scolaire. Cette routine immuable était un rempart contre l'angoisse du monde extérieur, une bulle de sérénité que l'on croyait à tort indestructible. Personne n'imaginait que la forêt, si familière, pouvait avoir ses propres secrets, des zones d'ombre, où les règles de la civilisation ne s'appliquaient plus. Le lien qui unissait Alice et Camille était cimenté par une perte précoce. La mort de leurs parents, survenue 5 ans plus tôt, avait propulsé Alice, à peine sortie de l'adolescence, dans un rôle quasi maternel. Elle veillait sur Camille, avec une intensité qui mêlait amour fraternel et anxiété parentale. Chaque bulletin scolaire, chaque sortie, chaque nouvelle amitié, était passée au crible de son regard protecteur. Pour Camille, cette sollicitude était parfois étouffante, une cage dorée contre laquelle son esprit indépendant se rebellait. Leurs disputes, souvent futiles comme celle pour ce pull le matin du départ, étaient que les secousses sismiques de cette dynamique complexe. Alice voyait le danger partout, tandis que Camille ne voyait que l'aventure. Était une tension constante, équilibre précaire entre le besoin de protéger et le désir de liberté, un équilibre qui allait être rompu de la manière la plus brutale qui soit. Derrière le volant, Stéphane Dubois était une énigme silencieuse. Pour les élèves, était qu'une silhouette, un visage concentré dans le rétroviseur. Mais pour ceux qui le connaissaient un peu mieux, sa réserve cachait des blessures profondes. Ancien militaire, il était revenu d'opérations extérieures, avec des démons qu'il noyait discrètement dans l'alcool, loin des regards, dans la solitude de son petit appartement. Son travail de chauffeur scolaire était une tentative de reconstruction, une routine stable, pour maintenir à distance les fantômes du passé. Il était méticuleux, presque obsessionnel sur la sécurité de son véhicule, comme pour compenser le chaos qui régnait en lui. Ce matin-là, personne à bord ne pouvait deviner la lutte intérieure de cet homme, ni savoir que son combat personnel allait tragiquement croiser la route de leur propre destin, le transformant en coupable idéal pour une histoire bien plus complexe. Dominant la région de toute sa stature, Arnaud de Monclar était plus qu'un homme d'affaires. Il était une institution. Héritier d'une longue lignée de propriétaires terriens, son nom était synonyme de pouvoir et d'influence. Il finançait la rénovation de l'église, sponsorisait celle, équipe de football locale, et siégeait à tous les conseils importants. Son immense domaine, qui jouxtait le parc national, était un royaume privé, célèbre pour ses chasses exclusives, où se pressait une élite venue de tout le pays. De Monclar cultivait une image de patriarche bienveillant, un gardien des traditions et de l'ordre. Mais sous le vernis du notable respecté se cachait un homme habitué à ce que ses désirs fassent loi, un prédateur qui considérait ses terres, non pas comme un patrimoine à préserver,
mais comme un territoire où sa volonté était absolue, et où les intrus N étaient jamais les bienvenus. La gendarmerie locale, dirigée par le capitaine Didier Martin, était le reflet de la tranquillité de la région. C était une unité habituée à gérer les conflits de voisinage, les petits excès de vitesse, et les vols saisonniers de champignons. Didier Martin était un officier compétent, un homme du terroir qui connaissait chaque route et chaque famille. Son travail consistait à maintenir une paix sociale déjà bien établie. Il n'était pas préparé, ni en homme ni en matériel, à affronter un mystère de l'ampleur de celui qui s'annonçait. Son approche de l'enquête était méthodique, rationnelle, basée sur des faits tangibles. Il croyait en la logique, en la capacité de la procédure, à élucider n'importe quelle affaire. Il allait bientôt découvrir que certaines vérités ne se trouvent pas dans les manuels de police, et que certains pouvoirs sont capables de faire disparaître bien plus qu'un simple quart scolaire. Le lycée Saint-Valery était un microcosme, où se jouaient les drames et les joies de l'adolescence. La classe de biologie de Madame Girard était réputée pour son dynamisme. Les 12 élèves sélectionnés pour la sortie dans les Cévennes étaient les plus motivés, des jeunes passionnés par la faune et la flore, avides de quitter la salle de classe pour le terrain. Il y avait les leaders, les timides, les couples naissants et les amitiés solides. Jamie Fournier avec son appareil photo jetable, occupait une place un peu à part. Elle était l'observatrice, celle qui documentait leur petite histoire collective. Ces photos n'étaient pas destinées à la postérité, mais à capturer l'instant présent. Un sourire, une grimace, un rayon de soleil sur une feuille. Elle était la mémoire visuelle de ce groupe, inconsciente que ces clichés deviendraient les seuls et uniques témoins de leur dernier moment d'insouciance. L'atmosphère sur le parvis du lycée ce matin du 15 octobre était électrique. L'excitation du départ se mêlait aux recommandations des parents. Des baisers claquaient sur les joues, des sacs à dos étaient chargés dans la soute dans un joyeux désordre. Était une scène d'une banalité absolue, répétée des centaines de fois à chaque sortie scolaire. Stéphane Dubois a fait son inspection de routine, vérifiant les pneus et les niveaux d'huile avec un sérieux imperturbable. Les professeurs ont fait l'appel, s'assurant que personne ne manquait. Tout s'est déroulé selon un protocole bien huilé, une chorégraphie rassurante qui ne laissait aucune place à l'imprévu. Le car a démarré dans un nuage de fumée, les mains s'agitant derrière les vitres. Pour les parents restés sur le trottoir, ce était qu'un au revoir de quelques heures, une parenthèse dans une journée ordinaire. Le véhicule jaune s'est éloigné du centre-ville, laissant derrière lui la sécurité des rues familières, pour s'attaquer au lacet de la route de montagne. À mesure qu'il prenait de l'altitude, le paysage se transformait. Les champs cultivés laissaient place à des forêts denses de châtaigniers et de chênes. La route, autrefois large et bien entretenue, devenait un ruban d'asphalte étroit et sinueux, accroché à flanc de colline. Le réseau téléphonique a commencé à faiblir, les barres de signal disparaissant une à une des écrans de téléphone. Le bus s'enfonçait dans une zone de silence, un territoire où la nature reprenait ses droits. Chaque virage les éloignait un peu plus du monde connu, les entraînant plus profondément au cœur d'un labyrinthe de verdure et de roches, un sanctuaire sauvage qui, ce jour-là, allait devenir leur tombeau. Le rapport final de la gendarmerie nationale est tombé 2 semaines après la découverte de Épave, un document de 40 pages à la prose froide et administrative. Alice l'a lu et relu, chaque mot technique sonnant comme une insulte. Les conclusions étaient sans appel, présentées comme des certitudes scientifiques. L'analyse toxicologique des restes de Stéphane Dubois révélait un taux d'alcoolémie de 1,8 g par litre de sang, plus de 3 fois la limite autorisée. La trajectoire du car, quittant la route départementale pour s'engager sur un chemin forestier non carrossable, était jugée compatible avec une perte de contrôle due à une intoxication sévère. L'affaire était officiellement classée. Une tragédie humaine certes, mais une tragédie aux causes tristement ordinaires. Le dossier était clos, la vérité servie sur un plateau d'argent aux médias et aux familles épuisées. Pour Alice, cette conclusion était un poison. Elle ne parvenait pas à réconcilier l'image de cet homme taciturne et méticuleux, qui vérifiait la pression de ses pneus chaque matin, avec celle du chauffard irresponsable dépeint dans le rapport. Était trop simple, trop propre. Cette explication parfaite semblait conçue pour effacer toutes les zones d'ombre, pour faire taire les questions qui la hantaient depuis 10 ans. Pourquoi n'y avait-il eu aucune trace de freinage sur la route principale? Comment un bus entier avait-il pu rester invisible si longtemps, même avec les glissements de terrain? La vérité officielle lui laissait un goût amer, celui d'un mensonge organisé, d'une histoire écrite à la hâte, pour apaiser la conscience collective.
Son deuil ne pouvait commencer sur une base aussi fragile. Sa douleur exigeait une vérité plus solide, plus honnête. Au milieu de son salon, sur la table basse, l'appareil photo jetable de Camille semblait la narguer. L'objet en plastique coloré, vestige d'une époque révolue, était devenu le centre de son univers. Il était à la fois une relique sacrée et une bombe à retardement. Pendant des jours, elle n'a pas osé y toucher, effrayée par ce qu'il pourrait révéler, et s'il ne contenait que des photos banales de paysages. Cela renforcerait la version officielle et anéantirait son dernier espoir. Et s'il contenait quelque chose de terrible, la vision des derniers instants de sa sœur? Aurait-elle la force de le supporter? Cet appareil était la boîte noire de la tragédie, le seul témoin impartial. Le développer N était plus un choix, C était une nécessité, un devoir envers la mémoire de Camille et envers la part d'elle-même, qui refusait de se soumettre au récit simpliste qu'on lui imposait. Un mardi matin pluvieux, elle a pris sa décision. Elle a enveloppé l'appareil dans un linge doux, comme pour protéger un oiseau blessé, et l'a emporté dans le seul laboratoire photographique qui subsistait en ville. C était une petite boutique sombre, sentant le fixateur et la poussière, tenue par un vieil homme aux doigts tachés de produits chimiques. Quand elle lui a tendu l'objet, expliquant qu'il avait passé 10 ans sous terre, il l'a regardée avec un mélange de pitié et de curiosité professionnelle. « Je ne promets rien, la pellicule a dû souffrir », a-t-il prévenu. Alice a simplement hoché la tête, le cœur battant. En laissant l'appareil sur le comptoir usé, elle avait l'impression de confier le dernier fragment de son âme à un inconnu, en espérant qu'il lui revienne avec des réponses. L'attente fut une torture. Les 48 heures qui suivirent furent les plus longues de sa vie, plus longues encore que les 10 années d'incertitude. Chaque sonnerie de téléphone la faisait sursauter. Elle errait dans son appartement comme un fantôme, incapable de se concentrer, incapable de manger. Les souvenirs de Camille l'assaillaient par vagues, si vifs qu'ils en étaient douloureux. Son rire, la façon dont elle plissait le nez quand elle était contrariée, sa passion pour les choses simples et belles. Alice se repassait en boucle leur dernière conversation, cherchant un indice, un présage. Elle se sentait coupable de n'avoir pas su la protéger, et cette culpabilité alimentait sa détermination. Elle ne cherchait plus seulement la vérité pour sa sœur. Elle la cherchait pour elle-même, pour pouvoir enfin se pardonner. Le photographe a appelé le jeudi après-midi. Sa voix était neutre, presque détachée. « J'ai réussi à en tirer quelque chose, vous pouvez passer quand vous voulez. » Alice s'est précipitée, le souffle court, les mains moites. L'homme lui a tendu une grande enveloppe en papier craft. Elle était étonnamment lourde. Elle a payé, a remercié d'une voix à peine audible, et est sortie sans demander son reste, serrant l'enveloppe contre sa poitrine comme un bouclier. De retour dans la sécurité de son appartement, elle a tout déposé sur la table de la cuisine. Ses doigts tremblaient si fort qu'elle a eu du mal à ouvrir l'enveloppe. L'odeur âcre du papier photographique a empli ses narines. Était l'odeur de la vérité, quelle qu'elle soit. Elle a fait glisser les clichés sur la table, face cachée, avant de prendre une profonde inspiration. Les 22 premières photos étaient un coup de poignard en plein cœur. Était la chronique d'une journée heureuse, figée dans le temps. Des paysages des Cévennes baignés d'une lumière d'automne dorée. Des portraits de ses camarades de classe, souriant, faisant des grimaces à l'objectif. Un selfie flou de Camille, le visage rayonnant de joie. Chaque image était une célébration de la vie, de l'insouciance de ses 16 ans. Alice les regardait, et des larmes silencieuses coulaient sur ses joues. Était sa sœur, telle qu'elle voulait s'en souvenir. Vivante, pleine de promesses. Était un album de souvenirs brutal et magnifique, la preuve tangible de tout ce qui avait été volé. Pendant un instant elle a presque regretté sa démarche, se disant que la vérité officielle, aussi imparfaite soit-elle, était peut-être moins douloureuse que cette confrontation directe avec le bonheur perdu. Puis elle a retourné la 23e photo. Le choc fut si violent qu'elle a eu le souffle coupé. L'image était sombre, chaotique, granuleuse. Le flash de l'appareil avait sculpté une scène de cauchemar dans l'obscurité totale. On y voyait l'intérieur du car, mais méconnaissable. Des sièges étaient arrachés, des vitres brisées laissaient entrevoir une masse de terre et de végétation. Des sacs à dos et des livres étaient éparpillés sur le sol incliné. La photo avait clairement été prise depuis l'intérieur du véhicule, de nuit, et bien après l'impact. Cette seule image anéantissait la conclusion du rapport. L'accident n'avait pas été instantanément fatal pour tout le monde. Quelqu'un avait survécu. Camille avait survécu, au moins assez longtemps pour appuyer une nouvelle fois sur le déclencheur. Et elle, N, était probablement pas la seule.
Ses mains tremblaient de manière incontrôlable, alors qu'elle faisait glisser la 24e photo vers elle. L'image précédente avait ouvert une brèche dans la réalité, et Alice avait peur de ce qu'elle allait trouver de l'autre côté. Une partie d'elle voulait tout arrêter, remettre les photos dans l'enveloppe, et accepter la version simple et douloureuse qu'on lui avait servie. Mais le visage de Camille, si vivant sur les premiers clichés, l'en empêchait. Elle lui devait la vérité, même si cette vérité était un monstre. Elle a retourné la photo d'un geste sec, comme on arrache un pansement. Le flash de l'appareil jetable a de nouveau déchiré l'obscurité, révélant une scène de chaos encore plus prononcée. Le point de vue était différent, pris à travers une vitre latérale éclatée du car, directement vers la forêt. La lumière crue a figé plusieurs silhouettes indistinctes, se déplaçant entre les arbres. Elles n'avaient pas l'allure de sauveteurs. Leur posture était basse, furtive, comme des prédateurs. Alice, la journaliste, a pris le dessus sur la sœur endeuillée. Elle a attrapé une loupe sur son bureau, et a examiné le cliché, avec une attention clinique. Les silhouettes étaient trop floues pour distinguer des visages, mais leur équipement était visible par intermittence. Des vestes sombres, peut-être des bottes hautes, et ce qui ressemblait à de longues formes fines tenues à la main. Des fusils? La disposition des personnages N n'était pas celle d'une équipe de recherche coordonnée. Ils semblaient encercler le bus, progressant lentement depuis la lisière de la forêt. Une pensée glaciale a traversé l'esprit d'Alice. Ils n'étaient pas venus pour aider. Ils étaient venus pour s'assurer qu'il n'y aurait aucun témoin. La photo N n'était pas la preuve d'un sauvetage imminent, mais le document terrifiant d'une menace qui se refermait sur les survivants de l'accident. Le cliché suivant, le 25e, a confirmé ses pires craintes. L'angle de prise de vue suggérait que Camille avait bougé, peut-être était-elle accroupie près du sol. Le flash a capturé une image plus nette, une fraction de seconde volée à la nuit. Un homme se tenait partiellement caché derrière un chêne massif, à une vingtaine de mètres du bus. Il portait une casquette de chasse et une veste matelassée. Son visage, à moitié dans l'ombre, était tourné vers le car, et son expression était ni celle de la pitié, ni celle de l'inquiétude. Était un masque de concentration froide, d'intensité prédatrice. Dans ses mains, il tenait un fusil de chasse, non pas pointé vers le ciel, mais tenu bas, prêt à l'emploi. Alice sentit le sang se glacer dans ses veines. Ce n'était pas un accident suivi d'une attente tragique. Était autre chose. L'accident n'avait été que le début. La 26e photo était la plus étrange, la plus déroutante de toutes. Elle était prise de très près, comme si Camille, dans un geste de panique, avait pressé l'appareil contre une surface avant de déclencher. Le flash a violemment éclairé l'eau, écorce rugueuse d'un arbre, et gravé dans le bois, net et indubitable, se trouvait un symbole. Ce n'était pas une scarification accidentelle. Était une marque délibérée, presque rituelle, un cercle contenant une croix, surmontée de ce qui ressemblait à deux bois de serre stylisés. Le dessin était frais, les bords de la gravure encore clairs. Alice n'avait jamais vu ce symbole de sa vie. Il ne correspondait à aucun logo de l'Office national des forêts, ni à aucun marquage de sentier de randonnée. Était une signature, une affirmation de propriété sur ce coin de forêt. Un avertissement silencieux, gravé dans le bois, que Camille avait jugé assez important pour le photographier dans ses derniers instants. La dernière photo, la 27e, était presque entièrement noire. Un échec, une prise de vue ratée dans la confusion. Alice a failli la mettre de côté, mais son regard a été attiré par un détail minuscule dans le coin supérieur droit. Un petit point de lumière rouge, flou par le mouvement. Elle a plissé les yeux, rapprochant la photo de son visage. Ce n'était pas une étoile. Était artificiel. La lumière arrière d'un véhicule. Peut-être un 4x4, ou un pick-up. Éloignant sur un chemin de terre invisible dans l'obscurité. Cette dernière image était la conclusion fantomatique du récit de Camille. Après la chasse, après le symbole, il y avait eu un départ. Les silhouettes n'étaient pas venues à pied. Elles avaient des véhicules, et elles les ont utilisés pour quitter les lieux, emportant avec elles le secret de ce qui était arrivé aux 13 occupants du car scolaire. Alice a étalé les 5 dernières photos sur la table, créant une séquence narrative glaçante. D'un côté, les clichés joyeux d'une sortie scolaire. De l'autre, un reportage de guerre improvisé, documentant les dernières minutes d'une lutte pour la survie. Le contraste était insoutenable. Sa sœur n'était pas morte dans le fracas du métal. Elle avait survécu. Elle avait eu peur. Elle était battue, et avait eu l'incroyable présence d'esprit de laisser une trace.
Un message codé sur une pellicule bon marché. Alice a posé un doigt tremblant sur la photo du symbole. Cet étrange dessin était plus qu'un simple indice. C était un héritage. Le dernier cadeau de Camille, une piste à suivre, un fil à tirer, pour défaire la tapisserie de mensonges qu'on avait tissée autour de leur mort. La douleur se muait en une rage froide et déterminée. Son appartement, autrefois un sanctuaire de deuil silencieux, est devenu un quartier général d'enquête. La table du salon a été recouverte de cartes de la région des Cévennes, du rapport de gendarmerie et des 5 photographies cruciales. Alice a passé la nuit entière sur son ordinateur, animée par une énergie féroce. Elle a commencé par le symbole. Elle l'a scanné en haute résolution et a utilisé des logiciels de reconnaissance d'images, a parcouru des forums d'héraldique, des registres de marques de chasse, des archives régionales. Rien. Le symbole semblait n'exister nulle part publiquement. C était une marque privée, connue seulement d'un cercle restreint. Cette exclusivité renforçait sa conviction. Ce qui était passé cette nuit-là était une affaire privée, un secret gardé par des gens puissants, qui considéraient cette forêt comme leur royaume personnel. Le lendemain matin, épuisée mais lucide, elle a compris que son enquête ne pouvait plus rester solitaire. Les ressources numériques ne suffisaient pas. Le symbole était une clé, mais une clé qui nécessitait une connaissance du terrain, une mémoire humaine. Il lui fallait quelqu'un qui connaissait la région, ses secrets et ses non-dits, non pas comme un touriste, mais comme un habitant qui y avait passé sa vie. Un seul nom lui est venu à l'esprit. Didier Martin, l'ancien capitaine de gendarmerie qui avait dirigé les recherches en 2001. Aujourd'hui à la retraite, amer et désabusé, il avait toujours laissé entendre que l'affaire avait été classée trop vite, que des pressions avaient été exercées. À l'époque, Alice était trop jeune, et trop dévastée pour comprendre. Mais aujourd'hui, armée des dernières images de sa sœur, elle était prête à affronter les fantômes du passé. Elle a pris son téléphone, le cœur battant, et a composé son numéro. Didier Martin l'a reçu dans le silence de son pavillon de retraite, un lieu imprégné de l'odeur du papier jauni, et des regrets macérés. L'ancien capitaine de gendarmerie, le dos voûté par les années, et le poids des affaires non résolues, a écouté le récit d'Alice avec une patience lasse, le regard perdu dans le vide. Il avait vu défiler des dizaines de familles brisées, chacune avec sa propre théorie, sa propre douleur. Au début, il voyait en Alice une autre âme en peine, s'accrochant à un espoir illusoire. Il a hoché la tête poliment, son visage buriné, ne trahissant aucune émotion, attendant simplement que la jeune femme épuise son chagrin, pour pouvoir la raccompagner gentiment vers la porte, et retourner à sa solitude. Il pensait avoir tout entendu sur cette affaire, mais il se trompait lourdement. Le scepticisme de Martin s'est fissuré lorsque Alice a soigneusement disposé les 5 photographies sur la table, en formica de sa cuisine. Le silence s'est fait plus lourd, seulement troublé par le tic-tac d'une vieille horloge. L'ancien gendarme s'est penché, ses yeux plissés scrutant chaque détail, avec une intensité qui semblait endormie depuis des années. Il a vu l'intérieur du quart dévasté, la preuve irréfutable de survivants. Il a vu les silhouettes furtives, la menace palpable dans la nuit. Son instinct, émoussé par la retraite et l'amertume, s'est soudainement réveillé, vibrant d'une alarme oubliée. Ces images ne correspondaient en rien au dossier qu'on l'avait forcé à clore. Ce N n'était pas la scène d'un accident banal. C était la scène d'un crime. Et il le savait au plus profond de ses os. Son doigt calleux s'est immobilisé sur la 26e photo, celle du symbole gravé dans L, écorce. Un frisson a parcouru son échine. Il ne reconnaissait pas le dessin précisément, mais il évoquait quelque chose de dérangeant, une rumeur persistante dans les cercles fermés de la région. Il a murmuré un nom, presque pour lui-même, comme une incantation maudite, Arnaud de Monclar. Le plus grand propriétaire terrien de la région, un homme dont l'influence étendait bien au-delà de ses vastes domaines forestiers. Un notable intouchable, dont les parties de chasse exclusives étaient des légendes locales. Le symbole ressemblait aux marques secrètes que ces sociétés de chasse d'élite utilisaient pour délimiter leurs territoires interdits, loin des regards indiscrets de l'Office national des forêts. Une frontière invisible entre le monde civilisé et un royaume privé, où d'autres lois s'appliquaient. Une alliance fragile s'est nouée dans le silence de cette cuisine. Pour la première fois en 10 ans, Didier Martin sentait que la vérité était à portée de main. Une vérité qu'on lui avait ordonné d'enterrer sous des couches de rapports et de procédures. Il a avoué à Alice, à voix basse, les pressions qu'il avait subies à l'époque. Des appels venus de la préfecture, des suggestions insistantes de ses supérieurs pour orienter l'enquête vers la seule piste du chauffeur.
pour ne pas déranger des personnalités importantes, dont les domaines jouxtaient la zone de recherche. Il lui a promis son aide, non seulement pour la mémoire des victimes, mais pour sa propre rédemption. Il l'a cependant mise en garde avec une gravité paternelle. Si nous tirons ce fil, Alice, sachez que le monstre qui est au bout est bien plus grand et plus puissant que vous ne l'imaginez. Le pavillon de Martin est devenu leur quartier général clandestin. L'ancien capitaine avait conservé des copies de certains dossiers, des notes personnelles griffonnées dans des carnets qu'il avait soustraits avant son départ. Ensemble, ils ont épluché des centaines de pages, comparant les rapports officiels aux souvenirs de Martin. Des incohérences flagrantes sont apparues. Le journal de bord de la patrouille de gendarmerie de la nuit du 15 octobre 2001 présentait une rature suspecte, modifiant l'heure d'une ronde. Le premier témoignage d'un agriculteur ayant entendu des bruits ressemblant à des coups de feu avait été classé comme non pertinent. Lentement, la thèse d'une simple négligence s'effritait pour révéler les contours d'une dissimulation méthodique et organisée, orchestrée depuis les plus hautes sphères du pouvoir local. La riposte ne s'est pas fait attendre. Un soir, en rentrant chez elle, Alice a trouvé la porte de son appartement non pas fracturée, mais simplement déverrouillée. À l'intérieur, rien n'avait été volé, mais un désordre subtil et terrifiant régnait. Une pile de livres sur son bureau avait été renversée. Une photo de Camille, posée sur sa table de chevet, avait été retournée face contre table. Était un message silencieux, une violation de son intimité plus effrayante qu'un cambriolage. On lui signifiait qu'elle était en sécurité nulle part, que son enquête dérangeait, et que des yeux invisibles la suivaient dans ses moindres faits et gestes. La peur, une peur froide et viscérale, a commencé à s'insinuer en elle, mais elle n'a fait que renforcer sa détermination. Ils avaient peur, ce qui signifiait qu'elle était sur la bonne voie. Pendant ce temps, Martin activait ses anciens réseaux, passant des appels discrets à des collègues retraités, en qui il avait encore une confiance aveugle. L'un d'eux, un ancien de la brigade de recherche, a finalement lâché une information capitale, la voix tremblante au téléphone. Le symbole était bien lié à Arnaud de Monclar. Il était l'emblème d'un cercle ultra-privé, une sorte de confrérie pour elle, élite fortunée de la région, baptisée la confrérie de Saint-Hubert. Officiellement, était un club de chasseurs passionnés. Officieusement, les rumeurs les plus folles circulaient sur leurs activités nocturnes, des parties de chasse organisées pour des clients très riches, en quête de frissons que la loi et la morale réprouvaient. Le secret était leur dogme, et ils avaient les moyens de le préserver à n'importe quel prix. L'informateur de Martin a ensuite prononcé les mots qui ont transformé l'enquête en une descente aux enfers. Il a parlé de chasse spéciale, un euphémisme qui circulait à voix basse dans les couloirs de la gendarmerie à l'EM d'époque. Des rumeurs jamais vérifiées, étouffées, avant même de devenir des enquêtes. Des histoires de gibier non conventionnel, de soirées où les règles de la civilisation étaient suspendues le temps d'une nuit dans les profondeurs de la forêt. L'hypothèse monstrueuse a alors pris forme dans l'esprit d'Alice, le car n'avait pas simplement eu un accident. Après le choc, les survivants, désorientés, étaient enfoncés dans la forêt et étaient tombés au milieu de l'une de ces chasses spéciales. Ils étaient devenus des témoins gênants, ou pire encore, ils étaient devenus la nouvelle proie. La menace est devenue physique quelques jours plus tard. Alors qu'Alice conduisait sur une route de campagne isolée pour se rendre chez Martin, un imposant 4x4 noir aux vitres teintées s'est mis à la suivre. Le véhicule est resté à une distance constante, sans jamais tenter de la dépasser, sa présence massive dans le rétroviseur étant une forme d'intimidation brute. Le cœur d'Alice battait à tout rompre. Elle a reconnu le type de véhicule qu'elle avait deviné sur la dernière photo de Camille. Était une confirmation et un avertissement. Il savait qui elle était, il savait ce qu'elle cherchait, et il lui montrait qu'il pouvait l'atteindre quand il le voulait. Quand elle est enfin arrivée chez Martin, tremblante, elle a compris que le jeu avait changé. Ce était plus une quête de vérité, était une lutte pour sa propre survie. Ensemble, ils ont décidé de se concentrer sur l'alibi de Monclar le soir de la disparition. Selon le dossier officiel, il assistait à un gala de charité à Nîmes, à plus de 2 heures de route. Un alibi en béton, vérifié à l'œil, époque par un jeune gendarme. Martin, fouillant dans ses souvenirs, a eu un éclair. Il se souvenait de ce gendarme. Un jeune homme ambitieux. Quelques recherches rapides sur Internet leur ont appris que cet homme avait connu une promotion fulgurante quelques mois après l'affaire, obtenant une mutation prestigieuse à Paris, loin des Cévennes. Était trop beau pour être une coïncidence. L'alibi n'avait pas été vérifié, il avait été fabriqué.
La corruption N était pas seulement une pression venue d'en haut. Elle avait des noms et des visages. Face à la puissance et à la perversité du réseau de Monclar, Alice et Martin ont compris qu'ils ne pourraient jamais l'attaquer de front. Les preuves photographiques étaient accablantes, mais circonstancielles. Ils avaient besoin d'un témoignage humain, d'une voix de l'intérieur pour briser le mur du silence. En réexaminant la liste du personnel travaillant sur le domaine de Monclar en 2001, un nom a attiré leur attention. Un garde-chasse nommé Jean-Louis Corbin, qui avait démissionné soudainement en janvier 2002, 6 mois après la disparition, pour raisons personnelles. Il avait quitté la région du jour au lendemain, sans laisser d'adresse. Retrouver cet homme, ce potentiel maillon faible rongé par le remords, est devenu leur unique et obsessionnel objectif. Il était la clé, leur seul espoir de faire éclater la vérité et de rendre enfin justice à Camille et aux autres. La traque de Jean-Louis Corbin s'est avérée être une plongée dans un passé délibérément effacé. Ce nom, qui représentait leur unique espoir, n'existait plus dans aucun registre officiel. Pas de dossier fiscal, pas de traces sur les listes électorales, pas le moindre abonnement téléphonique. Était comme si l'homme et sa famille étaient volatilisés au début de l'année 2002. Alice a passé des nuits entières à éplucher des archives numérisées, tandis que Didier Martin faisait appel à sa mémoire des anciennes procédures administratives, avant que tout ne soit informatisé. La frustration grandissait à chaque impasse. Il ne cherchait pas seulement un homme. Il luttait contre une disparition méticuleusement orchestrée, une suppression d'identité qui témoignait de la peur panique qui avait poussé Corbin à fuir. Était la preuve silencieuse qu'il détenait un secret suffisamment terrible pour justifier un tel effacement de sa propre vie. Après des semaines de recherches infructueuses, le découragement s'est installé. Alice commençait à croire que Corbin était peut-être mort, emportant son secret dans la tombe. C'est alors que Martin, fidèle à ses méthodes d'enquêteur de la vieille école, a proposé une nouvelle stratégie. « Oublions Corbin pour l'instant, a-t-il dit, le regard fixé sur une carte de la région. Un homme peut disparaître, mais ses racines, sa famille, laissent des traces plus profondes. Ils ont donc réorienté leurs efforts, se concentrant sur elle, épouse de Corbin, Hélène. Ils ont découvert qu'elle avait une sœur, Monique, qui vivait dans le département voisin, le Gard. Était une piste fragile, un lien familial, qui avait peut-être été rompu depuis longtemps, mais dans le désert de leur enquête, était un oasis d'espoir, une chance infime de renouer le fil brisé de l'histoire. Martin a décidé de prendre les choses en main, sentant que l'approche d'un ancien gendarme serait plus efficace que celle d'une journaliste. Il a appelé Monique, se présentant comme un membre d'une amicale d'anciens combattants cherchant à renouer le contact avec de vieux camarades. La voix de la femme à l'autre bout du fil était tendue, méfiante. Elle a affirmé ne plus avoir de nouvelles de sa sœur depuis près de 10 ans, une affirmation si ferme qu'elle en devenait suspecte. Martin n'a pas insisté. Avec une douceur calculée, il lui a laissé son numéro de téléphone personnel, ajoutant « Si jamais la mémoire vous revient, parfois, parler fait du bien ». Il a raccroché, convaincu d'avoir planté une graine. Il savait que la peur était une prison, mais que la culpabilité et la solitude pouvaient parfois en user les barreaux jusqu'à les faire céder. La pression sur Alice s'est intensifiée de manière tangible. Le 4x4 noir est réapparu, cette fois garé pendant toute une journée dans la rue en face de son immeuble, une présence muette et menaçante. Ses appels avec Martin étaient désormais ponctués de clics étranges, de brefs instants de silence qui glaçaient le sang. La paranoïa, cette compagne familière des journalistes d'investigation, est devenue son ombre. Elle a commencé à prendre des photos de la voiture, à noter les heures, à utiliser des téléphones publics pour les conversations importantes. Son appartement, autrefois un refuge, était transformé en une cage de verre. Elle se sentait observée, épiée, comme un insecte sous une loupe. Était une guerre psychologique, destinée à elle, épuisée, à la briser avant qu'elle ne s'approche trop près du cœur des ténèbres. Il ne la menaçait plus seulement, il l'assiégeait. Un soir, la menace a franchi un nouveau seuil. En rentrant, elle a trouvé une enveloppe Kraft glissée sous sa porte. Sans timbre ni adresse, elle avait été déposée à la main. Son cœur s'est emballé. À l'intérieur, une simple feuille blanche pliée en deux. Quelques mots, tapés à la machine, comme dans un vieux film d'espionnage. Arrêtez de creuser. Certains secrets doivent rester enterrés. La phrase était d'une banalité terrifiante. Mais c'est ce qui se trouvait en dessous qui lui a coupé le souffle. Un dessin maladroit, fait au stylo noir, reproduisait à l'identique le symbole gravé sur l'arbre, celui de la 26e photo.
Le message était d'une clarté effroyable. Ses ennemis ne se contentaient plus de la suivre. Ils étaient entrés chez elle, ils connaissaient l'objet précis de sa quête. Ils savaient pour les photos. Le jeu venait de changer radicalement de dimension. De son côté, Didier Martin a reçu une visite inattendue. Son ancien supérieur hiérarchique, aujourd'hui colonel et commandant de la région, s'est présenté à son domicile sous le prétexte de « prendre des nouvelles d'un vieil ami ». Autour d'un café, la conversation, d'abord cordiale, a rapidement pris un tour plus sinistre. Le colonel a mentionné, l'air de rien, avoir entendu dire que Martin s'intéressait de nouveau à de vieilles histoires. Il lui a conseillé, avec un sourire qui ne cachait pas l'avertissement, de profiter de sa retraite, de ne pas remuer la boue. Il a évoqué l'importance d'Arnaud de Monclar pour elle, économie locale, un pilier de la communauté. La menace était à peine voilée, un gant de velours sur une main de fer. La conspiration avait des racines profondes, étendant jusqu'au plus haut niveau de la gendarmerie, et elle venait de lui serrer la gorge. La percée est arrivée une semaine plus tard, au milieu de la nuit. Le téléphone personnel de Martin a sonné, le tirant d'un sommeil agité. Était Monique, la sœur de Lal, épouse de Corbin. Sa voix était brisée par les sanglots, un torrent de peur et de culpabilité accumulé pendant 10 ans. Elle leur a tout avoué. Jean-Louis et Hélène vivaient sous une fausse identité, dans un village isolé des Pyrénées. Ils avaient fui pour sauver leur vie. Mais Jean-Louis était gravement malade, rongé par un cancer, et plus encore par son silence. Il voulait parler avant de mourir, se libérer du fardeau qui l'avait détruit. Elle leur a donné l'adresse, les suppliant de être prudents, murmurant que ces gens-là ont le bras long et la mémoire longue. Était la clé qu'ils attendaient, la porte vers la vérité, mais ils savaient qu'en la franchissant, ils ne pourraient plus faire marche arrière. La décision fut instantanée. Ils devaient partir sur le champ. La vie de leur unique témoin ne tenait que à un fil, et ils étaient certainement pas les seuls à le chercher. Ils ont abandonné la voiture d'Alice, qu'ils savaient compromise, pour un vieux fourgon utilitaire prêté par un ami garagiste de confiance de Martin. Le trajet vers le sud s'est fait dans un silence tendu, à travers une France endormie. Chaque phare dans leur rétroviseur était une source d'angoisse. Chaque aire d'autoroute un lieu potentiellement dangereux. Ils n'arrêtaient plus une journaliste et un gendarme à la retraite menant une enquête. Ils étaient des fugitifs, s'enfonçant volontairement dans la gueule du loup. La peur était palpable, mais elle était éclipsée par la proximité du but, par la certitude être sur le point de toucher du doigt l'horrible vérité qui avait anéanti tant de vies, y compris la leur. L'arrivée dans le village pyrénéen a été comme un voyage dans le temps. Un hameau de pierre et d'ardoise, agrippé à la montagne, où les regards des rares habitants étaient aussi scrutateurs que ceux des rapaces qui tournaient dans le ciel. L'isolement qui avait protégé Corbin pendant une décennie se refermait sur eux comme un piège. Chaque fenêtre semblait abriter une paire d'yeux, chaque ruelle silencieuse semblait écouter leurs pas. Ils ont trouvé la maison de Corbin à Pelle, écart du village, une bâtisse délabrée dont le jardin était retourné à Pelle, état sauvage. En coupant le moteur du fourgon, le silence de la montagne les a enveloppés, un silence lourd, oppressant, qui semblait contenir tous les secrets et toutes les peurs de l'homme qu'ils étaient venus trouver. L'air était pur, mais l'atmosphère était viciée par une tragédie qui avait traversé le pays pour venir mourir ici. Quand ils ont frappé à la porte vermoulue, c'est une femme au visage ravagé par la peur qui a ouvert. Hélène Corbin. Elle les a regardés avec des yeux de bête traquée, le corps secoué de tremblements. Pendant un long moment, elle est restée là, leur barrant le passage, luttant visiblement contre l'envie de leur claquer la porte au nez. Puis son regard a glissé derrière eux, vers la route, et elle les a fait entrer d'un geste brusque, refermant la porte à double tour. À l'intérieur, dans la pénombre d'une pièce unique, qui sentait le feu de bois et la maladie, un homme était assis dans un fauteuil. Jean-Louis Corbin était plus que l'ombre de lui-même, un corps frêle consumé par la maladie et le remords. Il a levé vers eux un regard vide, un regard d'homme déjà mort, qui attendait depuis 10 ans ce moment précis avec une terreur absolue. Le silence dans la petite pièce était assourdissant, seulement troublé par la respiration sifflante de Corbin et le crépitement du feu dans la cheminée. Alice et Martin n'osaient pas parler, comprenant qu'ils assistaient à un moment d'une gravité extrême, l'instant fragile où une âme torturée décide de se libérer. Finalement, la voix de l'ancien garde-chasse s'est élevée, un murmure rauque, à peine audible. « Vous ne savez pas » a-t-il commencé, les yeux fixés sur un point invisible dans le vide. « Vous ne savez rien. Cette nuit-là, l'accident était qu'un contretemps. » Un grain de sable dans la mécanique.
Il a marqué une pause, rassemblant les dernières forces qui lui restaient. La chasse avait déjà commencé. Le quart n'a fait que leur offrir un gibier inattendu. Ces premiers mots, lourds de promesses monstrueuses, ont fait voler en éclats toute leur théorie. La réalité était infiniment plus sombre que tout ce qu'ils avaient osé imaginer. La voix de Jean-Louis Corbin N était plus qu'un murmure sépulcral, le son d'un homme qui parlait depuis l'autre côté de la tombe. Chaque mot semblait lui coûter une parcelle de vie. La confrérie de Saint-Hubert, était le nom qu'il se donnait. Un club pour les puissants, les riches, ceux qui s'ennuyaient de tout. Ils avaient chassé tous les animaux de la terre, alors de Montclar leur a offert le frisson ultime. Il s'arrêta, une quinte de toux sèche secouant son corps frêle. Alice sentait l'air de la pièce se raréfier, l'odeur de la maladie et du bois brûlé lui donnait la nausée. Elle comprenait maintenant que le symbole sur l'arbre N était pas un simple avertissement, était l'emblème d'une société de prédateurs, la marque d'un territoire où la vie humaine n'avait aucune valeur, où les règles de la civilisation étaient suspendues pour le plaisir de quelques-uns. Le sang d'Alice se glaça, se transformant en un fleuve de glace qui paralysait chacun de ses membres. La réalité qu'elle avait traquée pendant des mois se révélait soudain, et sa monstruosité dépassait tout ce qu'elle avait pu redouter. Elle a revu le visage souriant de Camille sur les premières photos, son insouciance, sa joie de vivre. Et puis son esprit a superposé cette image à la scène que Corbin décrivait, une scène de cauchemar où sa petite sœur, blessée et terrifiée, devenait la proie dans un jeu sadique. Une nausée abjecte lui est montée à la gorge. Ce N était plus une question de justice, était une confrontation avec le mal absolu, une perversité si profonde, qu'elle semblait souiller l'air même qu'elle respirait. Le monde qu'elle connaissait, avec ses logiques et ses morales, venait de s'effondrer. Cette nuit-là, reprit Corbin sa voix à peine plus qu'un souffle, tout était prêt. Les invités étaient là, des hommes d'affaires de Paris, des politiciens locaux. Ils avaient payé une fortune. Le Husa Paris, Gibier, était un homme, un ancien légionnaire endetté qui avait accepté le marché. Survivre jusqu'Iviaco, à l'aube contre l'effacement de sa dette. Était leur rituel. Une chasse à l'homme, organisée, contrôlée. Il décrivait la scène, avec une précision clinique qui la rendait encore plus insoutenable. Alice visualisait l'opulence, les verres de cristal remplis de whisky, les rires gras des chasseurs se préparant pour leur débauche de cruauté, tandis qu'à quelques kilomètres de là, 13 vies insouciantes roulaient vers leur destin sans se douter de la barbarie qui les attendait dans l'ombre des châtaigniers. Le masque de professionnalisme de Didier Martin s'est fissuré, laissant paraître une lueur de fureur contenue dans ses yeux fatigués. « Et le quart » a-t-il demandé, sa voix tranchante comme une lame. « Comment est-il arrivé là ?» Le récit de Corbin a alors basculé dans le chaos de cette nuit maudite. Le chauffeur, Dubois. Il a dû voir quelque chose sur la route. Une lumière, l'un des rabatteurs. Il a donné un coup de volant pour l'éviter. Le car a quitté la route, a dévalé la pente, et s'est écrasé dans le ravin, en plein milieu de leur terrain de chasse. Au début, de Montclar était furieux. Furieux que ce contretemps ait gâché sa soirée. Il m'a envoyé voir les dégâts, pensant que était un simple accident, et qu'il faudrait juste faire taire le conducteur. La banalité du mal, l'arrogance d'un homme considérant un accident mortel comme une simple contrariété, a frappé Alice de plein fouet. Quand je suis arrivé, continua Corbin, les yeux perdus dans le souvenir, était le chaos. Des cris, des gémissements, des jeunes, des enfants, sortaient de la carcasse en titubant. Ils étaient blessés, désorientés, mais vivants. Ils pleuraient, appelaient à l'aide. Votre sœur. Maïevusti. Kahatogoro, que je crois que je l'ai vue. Elle aidait un autre élève à sortir. Il a regardé Alice droit dans les yeux pour la première fois. Et elle y a vu un abîme de culpabilité. Ils nous ont vus, ils ont cru que nous étions les secours. Ils couraient vers nous. Ce détail a achevé de briser Alice. Elle a imaginé Camille, au milieu de l'horreur, faisant preuve de courage, voyant en ses futurs bourreaux, une lueur d'espoir. L'ironie était si cruelle, si totale, qu'elle a senti son cœur se fendre en deux. Le point de bascule est arrivé quelques minutes plus tard, avec l'arrivée d'Arnaud de Montclar sur les lieux de l'accident. Corbin a décrit son visage, non pas inquiet ou paniqué, mais illuminé par une lueur étrange, une expression de calcul glacial. Il a regardé les enfants, puis il a regardé ses invités qui arrivaient derrière lui. Il n'a pas vu des victimes à sauver.
Il a vu 13 témoins qui pouvaient détruire son monde. 13 témoins de ses activités, de l'identité de ses clients. Le silence était tiré, lourd de la décision monstrueuse qui avait été prise dans l'esprit de Monclar. Puis il s'est tourné vers nous, et il a dit une phrase que je n'oublierai jamais. La soirée n'est pas gâchée, messieurs. Le gibier est simplement plus nombreux que prévu. Une onde de choc a traversé la pièce. Alice a émis un son étranglé, un hoquet de pure horreur. Martin a fermé les yeux, le visage contracté par la douleur et la rage. La chasse n'avait pas été interrompue. Elle avait simplement changé de cible. Les survivants de l'accident, des adolescents blessés et terrifiés, étaient devenus la nouvelle proie. Ils ont distribué des fusils supplémentaires, a murmuré Corbin. Le chauffeur Dubois a compris. Il a essayé de s'interposer, de protéger les jeunes. Il a été le premier à tomber, abattu à bout, portant par de Monclar lui-même. C'est après qu'ils ont mis de l'alcool dans son corps, pour créer l'alibi parfait. La vérité sur Stéphane Dubois était enfin révélée, transformant le coupable désigné en héros et première victime d'une dissimulation macabre. Le récit de Corbin est ensuite devenu une succession d'images fragmentées, un tourbillon de terreur pure. La chasse a commencé. Les jeunes se sont dispersés dans la forêt, en hurlant, et les autres ils les ont traqués. Un par un. Était une battue. J'entendais les coups de feu, les cris. Ce N était plus un jeu, était une boucherie. Ils étaient ivres, excités par le sang. Ils riaient, ils décrivaient la scène avec une distance traumatique, comme s'il observait un film d'horreur, dont il avait été un acteur impuissant. Alice a serré les poings jusqu'à ce que ses ongles s'enfoncent dans ses paumes, la douleur physique étant un point d'ancrage dérisoire dans le naufrage de son esprit. Elle entendait les cris, elle voyait les ombres, elle sentait la panique de sa sœur. « Votre sœur était intelligente », a ajouté Corbin, la voix brisée. Elle s'est cachée. J'ai vu le flash de son appareil photo, plusieurs fois. Elle documentait l'horreur. Elle laissait une trace. Je pense que de Monclar l'a vue aussi. Cette révélation a donné un sens nouveau et terrible aux dernières photos. Camille n'avait pas seulement survécu. Elle avait résisté. Jusqu'au bout, elle avait utilisé la seule arme dont elle disposait, son appareil photo, pour témoigner. Elle n'était pas seulement une victime, elle était une combattante, une journaliste improvisée dans l'enfer. Cette pensée a insufflé à Alice une bouffée de fierté féroce, au milieu de son chagrin dévastateur. Sa sœur était morte, mais elle n'avait pas été vaincue. Elle avait laissé derrière elle les clés de la vérité. La traque a duré une partie de la nuit. À l'aube, le silence est retombé, a raconté Corbin. Ils étaient tous morts. De Monclar nous a donné des ordres. Nous devions faire disparaître les corps. Loin d'ici. Loin du quart. Pour qu'on ne fasse jamais le lien. Il a décrit comment ils ont utilisé les 4x4, pour transporter les dépouilles vers une destination qu'il ignorait, un lieu secret connu de Monclar seul. Ils ont tout nettoyé. Les douilles, les traces de sang. Ils ont laissé le bus dans le ravin sachant que la végétation le recouvrirait. Ils ont fait un travail méticuleux. Ils ont effacé 13 vies de la surface de la terre et ont bâti un mensonge sur leur tombe. Le mystère de la disparition des corps était résolu, et la solution était d'une perversité logistique glaçante. Alice a alors compris la véritable signification de la découverte de l'aile, épave 10 ans plus tard. Le glissement de terrain n'avait pas seulement révélé un quart. Il avait mis à nu la première pierre d'un édifice de mensonges. Sans ce hasard de la nature, la vérité serait restée enfouie pour toujours. Sans cet appareil photo miraculeusement préservé, le sacrifice de Camille aurait été vain. Toutes les pièces du puzzle s'emboîtaient désormais, formant une fresque d'une cruauté inimaginable. La négligence d'un chauffeur ivre était une fable confortable, inventée pour masquer une vérité trop monstrueuse pour être envisagée. Un massacre organisé par elle, élite locale pour le sport, et couvert par un réseau de corruption et de peur, qui avait tenu pendant une décennie. J'ai fui quelques mois plus tard. A conclu Corbin, sa voix étant plus qu'un filet d'air. De Monclar m'a donné de l'argent, une nouvelle identité. Était le prix de mon silence. Mais le silence, il vous ronge de l'intérieur. Il vous tue plus sûrement qu'une balle. Il a été secoué par une nouvelle quinte de tout, violente cette fois, qu'il a laissé pantelant, vidé. Il avait tout dit. Le fardeau qu'il écrasait depuis 10 ans, avait été transféré sur les épaules d'Alice et de Martin. Il leur avait donné la vérité, une arme empoisonnée, lourde et dangereuse. Il avait fait sa part. Maintenant les méiques, était à eux de décider quoi en faire. La pièce est retombée dans un silence de mort, un silence que les mots de Corbin avaient rendu encore plus profond et plus terrifiant qu'auparavant. Hélène Corbin pleurait sans bruit dans un coin. Didier Martin restait immobile,
le visage de marbre. Mais Alice pouvait voir la tempête qui faisait rage dans ses yeux. Quant à elle, elle ne ressentait plus rien. Le chagrin, la colère, la peur, avaient fusionné en une seule émotion, froide et tranchante, comme l'acier. La certitude. Elle savait ce qu'elle devait faire. Le combat de sa sœur Anne était pas terminé. Il venait seulement de lui être transmis. Elle regarderait le monstre dans les yeux, non seulement pour Camille, mais pour les 12 autres victimes, pour Stéphane Dubois, et pour cet homme brisé qui venait de leur livrer son âme avant de mourir. Le silence qui suivit la confession de Jean-Louis Corbin était plus dense que les ténèbres de la forêt cévenole. Était un silence de tombeau, empli des cris des 12 adolescents et de leurs chauffeurs. Alice, pétrifiée sur sa chaise, sentit une clarté glaciale envahir son esprit, chassant le brouillard du chagrin. Sa quête de vérité était terminée, sa guerre pour la justice ne faisait que commencer. D'un geste imperceptible, sa main glissa dans sa poche, et arrêta le petit enregistreur numérique qu'elle avait déclenché en entrant. Elle tenait désormais la voix du passé, le testament d'un homme brisé, et était une arme. Une arme qui allait faire s'effondrer un royaume bâti sur le sang, le mensonge, et l'arrogance du pouvoir. La peur avait changé de camp. Elle, Anne, était plus une proie. Elle était devenue le chasseur. Le retour fut une course contre la montre et contre des ombres qu'ils sentaient se rapprocher. Chaque kilomètre qui les éloignait des Pyrénées les rapprochait du danger. Ils étaient plus seulement en possession d'une histoire, mais d'une preuve tangible, la confession enregistrée de Corbin. Didier Martin conduisait avec une concentration féroce, ses yeux balayant constamment les rétroviseurs, tandis qu'Alice, assise à ses côtés, gardait l'enregistreur serré dans sa main comme un talisman. Il ne parlait pas, communiquant par des regards lourds de sens. Il savait qu'il ne pouvait pas se fier à la gendarmerie locale, ni même aux échelons régionaux. La corruption, comme une gangrène, avait dû étendre bien au-delà du domaine de Monclar. Pour que la vérité éclate, il devait frapper au cœur de Maine, État, là où l'influence du notable ne pourrait pas les atteindre. Arrivé aux abords de Paris au petit matin, épuisé mais animé d'une énergie électrique, Martin gara le fourgon dans une rue discrète. Il utilisa une cabine téléphonique, un vestige d'un autre temps, pour passer un seul appel. Il contacta un ancien camarade de promotion de Milly, école des officiers, un homme d'une intégrité sans faille, aujourd'hui à la tête d'une des plus hautes instances de la gendarmerie nationale. Il ne lui raconta pas toute l'histoire, se contentant de mots-clés qui firent leur effet: affaire du quart des Cévennes, nouveaux éléments, témoignage capital, corruption au plus haut niveau. Il demanda une discrétion absolue et une intervention immédiate. Le silence à l'autre bout du fil fut bref, suivi d'une simple phrase: ne bougez pas, donnez-moi 1 heure. L'engrenage de la justice, le vrai, venait de s'enclencher. L'opération fut lancée avec une rapidité et une force que ni Alice ni Martin n'auraient osé espérer. Ce ne fut pas la gendarmerie locale qui intervint, mais la section de recherche de Paris, une unité d'hommes élite spécialisée dans les affaires les plus complexes et les plus sensibles. Des véhicules banalisés, transportant des enquêteurs en civil, convergèrent vers les Cévennes dans le plus grand secret. Ils n'alertèrent les autorités locales qu'au tout dernier moment, les plaçant de fait devant une situation qu'ils ne pouvaient plus contrôler ni étouffer. L'onde de choc se propagea silencieusement à travers la région. Le château de cartes de Monclar, si soigneusement construit sur la peur et le silence, commençait à vaciller sous le souffle d'une force qu'ils n'avaient pas anticipée. L'arrestation d'Arnaud de Monclar eut lieu à l'aube, dans le luxe opulent de son domaine. Les gendarmes de l'unité des élites franchirent les grilles de la propriété sans un bruit, surprenant le notable dans sa bibliothèque, un verre de cognac à la main. Son visage, habitué à commander et à n'inspirer que le respect ou la crainte, se décomposa en une mosaïque d'incrédulité, de fureur, et, pour la première fois, de peur panique. En lui passant les menottes, le chef du groupe d'intervention lui présenta le mandat d'arrêt. Les chefs d'inculpation étaient d'une brutalité qui anéantissait son statut d'intouchable. 13 chefs d'accusation pour meurtre avec préméditation, enlèvement et séquestration en bande organisée, et subornation de témoins. Le roi était nu, et son royaume de ténèbres s'écroulait. L'arrestation du patriarche provoqua un effet domino dévastateur. Placé en garde à vue, privé de ses contacts et de son pouvoir, de Monclar garda le silence. Mais ses complices, eux, se brisèrent. Les invités de la chasse spéciale, des hommes d'affaires et des notables de la région, furent cueillis un par un à leur domicile. Face aux preuves accablantes présentées par les enquêteurs, dont des extraits de la confession de Corbin, leur pacte de silence vola en éclats. Chacun tenta de minimiser son rôle,
accusant les autres, révélant des détails de plus en plus sordides sur la nuit du massacre. L'ancien gendarme qui avait fabriqué l'alibi de Monclar fut arrêté à son tour, sa carrière fulgurante se terminant dans la honte. La conspiration, si solide pendant une décennie, se désagrégea en quelques heures. La confession de Corbin, bien que précise sur les événements, restait vague sur un point crucial, l'emplacement des corps. Il avait mentionné une « ancienne carrière abandonnée sur les terres du Nord ». Guidés par cette dernière indication, et aidés par les aveux de certains complices, les enquêteurs lancèrent des fouilles de grande ampleur. Après 3 jours de recherche angoissantes, sous les œils des caméras du monde entier, ils trouvèrent. Dans une fosse commune, dissimulée sous des tonnes de gravats, les restes des 12 lycéens et de Stéphane Dubois furent exhumés. La découverte macabre apporta la preuve matérielle irréfutable, qui scella le destin des accusés. Pour les familles, ce fut un nouveau déchirement, mais aussi la fin d'une attente insoutenable. Elles allaient enfin pouvoir offrir une sépulture digne à leurs enfants, et commencer un deuil qui avait été suspendu pendant 10 longues années. Le procès qui s'ensuivit fut qualifié par la presse de procès du siècle. Il se déroula pendant plusieurs mois, exposant à la lumière crue la perversité d'une élite locale, qui se croyait au-dessus des lois. La pièce maîtresse de l'accusation fut l'enregistrement de la confession de Jean-Louis Corbin, décédé quelques semaines après avoir parlé à Alice et Martin. Sa voix faible, résonnant dans le silence glacial du tribunal, fut le témoignage posthume qui cloua les accusés au pilori. Arnaud de Monclar, muré dans un déni arrogant, ne montra aucun remords, qualifiant les accusations de fables grotesques. Mais les preuves matérielles, les témoignages de ses anciens amis et la voix de Corbin, dessinèrent le portrait d'un monstre à visage humain, un prédateur sadique, ivre de son propre pouvoir. Le verdict tomba comme un couperet. Arnaud de Monclar fut condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle avant 30 ans. Ses invités et complices écopèrent de peines allant de 15 à 25 ans de prison ferme. La justice, bien que tardive, avait été implacable. La salle d'audience explosa en un mélange de sanglots de soulagement et d'applaudissements discrets. Pour la nation, était la fin d'un feuilleton judiciaire sordide. Pour les familles, était la reconnaissance officielle de leur souffrance, et la confirmation que leurs enfants n'étaient pas morts en vain. La vérité, pour laquelle Camille avait donné sa vie, avait finalement triomphé du mensonge le plus abject. Alice assista à chaque jour du procès, non plus comme journaliste, mais comme sœur. Une fois le verdict prononcé, elle ne ressentit ni joie ni triomphe. Seulement un vide immense et une paix profonde. La rage qu'il avait portée pendant des mois était dissipée, laissant place à une fatigue infinie. Quelques jours plus tard, elle se rendit seule au nouveau cimetière de la ville, où une stèle commune avait été érigée. Sous le nom de Camille Fournier, elle déposa une seule fleur, et le vieil appareil photo jetable. Elle lui parla à voix basse, lui racontant la fin de l'histoire, lui disant qu'elle pouvait enfin se reposer. Sa mission était accomplie. Elle avait rendu à sa sœur non seulement la justice, mais aussi sa dignité. Et en faisant cela, elle avait enfin trouvé le chemin de sa propre guérison. L'affaire a laissé une cicatrice indélébile sur la région des Cévennes. La confiance envers les élites locales et les institutions a été brisée pour des générations. Le nom de Monclar est devenu une insulte, synonyme de la corruption et de la décadence, qui peuvent se cacher derrière les façades les plus respectables. La forêt, autrefois lieu de promenade et d'émerveillement, a gardé une aura de malaise, un souvenir persistant de l'horreur qu'elle avait abritée. Mais de cette tragédie est née aussi une forme de résilience. La communauté, unie dans le deuil et la vérité retrouvée, a appris à se méfier des certitudes et à honorer la mémoire de ses enfants disparus. Non plus comme les victimes d'un accident, mais comme les martyrs d'une barbarie moderne. Une cérémonie publique fut organisée pour réhabiliter officiellement la mémoire de Stéphane Dubois. L'homme qui avait été présenté pendant 10 ans comme un chauffard ivre et irresponsable fut reconnu comme un héros. Des témoignages durant le procès ont confirmé qu'il était interposé pour protéger les élèves, se sacrifiant dans une tentative désespérée de les sauver. Son nom fut gravé sur la stèle commémorative aux côtés de ceux des adolescents. Était une réparation symbolique, mais essentielle. Elle venait clore le dernier chapitre du mensonge, rendant son honneur à un homme simple, qui avait été la première victime silencieuse de la conspiration. La vérité avait non seulement condamné les coupables, mais elle avait aussi innocenté la victime qu'ils avaient eux-mêmes créée. De retour dans son appartement, Alice a sorti une dernière fois les 5 photographies sombres de Camille. Elle les a regardées longuement, non plus avec horreur, mais avec une admiration infinie. Ces images floues,
Prise dans la panique et la terreur, N étaient pas des images de mort. C étaient des actes de résistance. Le dernier défi d'une jeune fille de 16 ans face à la barbarie. Camille n'avait pas seulement été chassée. Elle avait elle-même chassé la vérité, la capturant avec la seule arme dont elle disposait. L'appareil photo jetable N était plus un simple objet, C était le symbole de la fragilité de la vie, mais aussi de la force indomptable de l'esprit humain face aux ténèbres. La justice avait été rendue, mais le véritable héritage de Camille était là, dans ces fragments de lumière volés à la nuit. La justice avait été rendue, mais la victoire n'avait pas le goût du triomphe. Pour Alice Fournier, le silence qui sait était abattu après le verdict N n'était pas celui de la paix, mais celui du vide. Le monde avait repris son cours, les journaux avaient trouvé d'autres titres, mais son existence à elle restait suspendue dans elle, écho de cette histoire. Elle avait retrouvé la vérité, mais avait perdu en chemin les derniers vestiges de son innocence. Elle comprenait désormais que la justice ne guérit pas les blessures. Elle leur donne simplement un nom, un visage, et permet de refermer la porte sur les monstres. Désormais chaque lever de soleil sur les Cévennes, chaque bruissement de feuilles dans le vent, ne serait plus jamais une promesse de beauté, mais le rappel constant d'un combat mené et gagné au nom d'un amour fraternel qui avait transcendé la mort elle-même. L'appareil photo jetable, ce modeste rectangle de plastique coloré, trônait désormais sur une étagère de sa bibliothèque, non pas comme un trophée, mais comme une relique. Hélène était plus une simple pièce à conviction, mais l'incarnation d'un miracle improbable. Dans un monde de technologies complexes et de preuves scientifiques, la vérité avait été révélée par l'objet le plus simple, le plus fragile. C était le testament de Camille, sa dernière volonté capturée sur une pellicule bon marché. Cet appareil symbolisait la puissance insoupçonnée des choses que l'on ignore, la force cachée dans ce que l'on considère comme insignifiant. Il rappelait à Alice, et au monde, qu'aucune obscurité n'est totale, et qu'il suffit parfois d'un seul éclair de lumière, d'un unique déclic dans la nuit, pour faire s'effondrer les plus hautes murailles du mensonge et de l'oubli. La petite ville au pied des Cévennes ne s'est jamais complètement remise. La cicatrice laissée par l'affaire de Monclar est devenue une partie de son identité, une légende sombre murmurée aux nouveaux arrivants. Le nom de la confrérie de Saint-Hubert est désormais un anathème, le symbole d'une pourriture qui avait grandi en secret sous le vernis de la respectabilité. La forêt, autrefois terrain de jeu et d'émerveillement, est maintenant regardée avec une méfiance respectueuse. Les sentiers sont toujours là, les arbres aussi, mais l'atmosphère est chargée d'une mémoire invisible. Les parents tiennent leurs enfants un peu plus près, et le silence des sous-bois semble parfois porter les échos lointains de cris que personne ne veut plus entendre. La communauté a appris à ses dépens que les monstres ne vivent pas seulement dans les contes, mais parfois aussi dans les châteaux qui dominent la vallée. Didier Martin, lui, a trouvé une forme de paix dans la résolution de cette affaire qui avait empoisonné sa retraite. Son honneur de gendarme, qu'il croyait terni à jamais, avait été restauré. Il n'avait pas seulement aidé à arrêter des meurtriers. Il avait réparé une injustice qui le rongeait de l'intérieur. Sa relation avec Alice s'est transformée en une amitié silencieuse et indéfectible, celle de deux soldats revenus du même front. Ils se voyaient rarement, mais n'avaient pas besoin de mots pour comprendre le lien qui les unissait. L'ancien capitaine passait ses journées à pêcher au bord du Gardon, le regard perdu dans le courant de l'eau. Il avait enfin fait la paix avec ses fantômes, prouvant qu'un seul acte de courage et d'intégrité peut racheter une vie de regret, et redonner un sens à un engagement que l'on pensait trahi. L'histoire de Camille et des 12 lycéens était terminée. Mais pour Alice, la journaliste, elle ne représentait qu'une seule bataille dans une guerre bien plus vaste. La vérité avait un prix, et elle avait décidé de consacrer sa vie à le payer pour ceux qui ne le pouvaient pas. Et ce ne fut que le début de quelque chose de bien plus grand. Si vous voulez soutenir des histoires comme celle-ci, qui luttent pour faire éclater la vérité, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à aimer cette vidéo, et à activer les notifications pour ne rien manquer de nos prochaines enquêtes. Chaque histoire compte, et chaque voix qui élève contre l'injustice est une lumière de plus dans l'obscurité. Devenue une figure respectée du journalisme d'investigation, Alice a commencé à recevoir des courriers et des appels de toute la France. Des familles lui parlaient d'autres disparitions inexpliquées, d'autres accidents de la route survenus près de grands domaines privés, d'autres enquêtes classées trop rapidement. Elle a compris avec effroi que le cas de Monclar n'était pas une aberration isolée, mais le symptôme d'une maladie bien plus profonde. La chasse spécialisation était peut-être pas une invention unique, mais une pratique secrète partagée par une certaine élite qui, se croyant au-dessus des lois, transformait le monde en son terrain de jeu personnel. L'affaire des Cévennes avait exposé un monstre,
mais Alice réalisait maintenant qu'il faisait partie d'une meute qui chassait encore dans l'ombre. La question qui la hantait, elle, n'était plus « qui ?» mais « comment ?» Comment une telle barbarie avait-elle pu exister et perdurer dans le silence? La réponse était aussi dérangeante que les crimes eux-mêmes. Ce N n'était pas seulement elle, œuvre d'un groupe de psychopathes, mais le produit d'un système de pouvoir, de corruption et de peur. Un système où l'influence achète le silence de la justice, où la richesse érige des murs d'impunité, et où des dizaines de personnes, des gendarmes aux politiciens locaux, avaient choisi de se taire, de détourner le regard, de participer passivement au mensonge, par lâcheté ou par intérêt. Le véritable monstre N était pas seulement Arnaud de Monclar, était la société, qui avait permis à un homme comme lui de prospérer, et de croire que des vies humaines, N, étaient qu'une marchandise pour son divertissement. Parfois, Alice retourne dans les Cévennes. Elle ne va plus sur les lieux du drame, mais sur une crête isolée qui surplombe la mer de verdure. Elle s'assoit sur la roche, chauffée par le soleil, et regarde la forêt s'étendre à perte de vue. Elle ne vient pas pour pleurer, mais pour se souvenir. Elle se souvient du rire de Camille, de sa passion pour la vie, de son courage insensé. Elle la revoit, non pas comme une victime impuissante, mais comme la combattante qui, armée d'un simple appareil photo, a regardé l'horreur en face, et a refusé de la laisser gagner. La mémoire de sa sœur n'est plus un fardeau de chagrin, mais une source de force inépuisable. C'est la flamme qui alimente sa propre détermination, sa promesse silencieuse de continuer le combat, pour toutes les autres Camilles dont l'histoire attend encore être racontée. Car la justice n'est jamais une destination finale, c'est un chemin que l'on doit constamment tracer et défendre. L'histoire du quart scolaire des Cévennes n'est pas seulement le récit d'une tragédie, mais un avertissement. Elle nous rappelle que l'obscurité se nourrit de notre silence, et que la vérité, même la plus profondément enterrée, ne demande qu'une seule fissure pour trouver son chemin vers la lumière. Dans les forêts oubliées de notre monde, d'autres secrets attendent. Et tant qu'il y aura des gens comme Alice, prêts à regarder dans la nuit, armés non pas de fusils mais de courage, aucune victime ne sera jamais vraiment perdue, et aucune vérité ne restera prisonnière des ténèbres pour elle, éternité.